Hmm. Alexandre Malafaille, bonjour, vous venez de nous rejoindre, président du think tank Sinopia. Quel est votre regard sur cette journée, ce quatrième acte de mobilisation des Gilets jaunes? Il est 14h06 et il y a des chiffres qui sont tombés donc, tout à l'heure. 31 000 Gilets jaunes partout en France, contre 36 000 la semaine dernière, 8 000 à Paris, 8 000 forces de l'ordre aussi à Paris. Visiblement, le rapport de force aujourd'hui n'est pas du tout en faveur on va dire, des casseurs. Et ça, je pense qu'on peut tous s'en réjouir. Sur le plan tactique, la manière dont les choses se sont enchaînées entre avant-hier et hier, finalement, avec cette réunion à Matignon des Gilets jaunes et tous les messages qui ont passé, ça a plutôt bien fonctionné. C'est-à-dire que finalement, ce qui se passe là, bon, on va voir, la journée n'est pas terminée. Effectivement, la journée n'est pas terminée et on voit quand même sur ces images qu'il y a des moments de tension ici, des barricades qui sont construites sur les Champs-Élysées. On a vu également moment de tension tout à l'heure avec Marie Belot sur le boulevard de Sébastopol, aux abords des grands boulevards et sur l'avenue Marceau. Donc effectivement, il n'est que 14h07. La journée n'est pas encore terminée. Il y a effectivement encore, on le voit sur ces images, des moments de tension assez importants. Je vous en prie. Voilà, mais cela dit, voilà, ça peut rester comme ça peut ne pas. Il n'y a pas les jeunes dans la rue pour l'instant, ce qui est aussi un élément extrêmement positif parce que ça aurait été beaucoup plus compliqué de gérer, en plus des lycéens, des gilets jaunes et des casseurs. Mais bon, il faut rester prudent. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais, pour le mouvement des gilets jaunes. C'est-à-dire que ça laisse une porte ouverte pour le gouvernement, puisqu'on a bien compris qu'il y aurait des annonces mardi. Et hier soir, tout le monde finalement s'est dit on attend que le président parle. On verra ce qu'il dit, à la fois ce qu'il lâche. Je ne sais pas s'il faut lâcher, mais en tout cas les gestes qu'il accomplit pour vraiment rentrer dans une phase d'apaisement durable. Parce que sur le fond, quand même, la mobilisation, elle est là. La lame de fond des gilets jaunes, même si aujourd'hui c'est peut-être plus calme que samedi dernier, la lame de fond de la mobilisation citoyenne, elle est là. Alors Nicolas, puis je vais peut-être nous commenter ce qui se passe sur ces images. Nous sommes donc sur les Champs-Élysées et on a l'impression que là les forces de l'ordre vont au contact des manifestants. Absolument, alors manifestement donc, il s'agit d'effectifs civils, je dirais de brigades anticriminalité qui sont spécialisés dans l'interpellation. Eux ils sont là pour faire du saut de dessus. Contrairement aux unités de force mobile qui sont là, si vous voulez, pour contenir les manifestants, eux sont là pour interpeller. C'est ces gens-là qu'on a mis aujourd'hui en place pour neutraliser les casseurs. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils avancent, ils reculent, qu'est-ce qui se passe exactement? En théorie, le dispositif prévoit que des unités de force mobile, gendarmes ou police nationale, soient devant et qu'au moment où ces effectifs d'intervention rapide procèdent aux interpellations, on leur fasse une ouverture dans le dispositif, qu'ils puissent procéder à l'interpellation, ramener l'interpellé derrière ce rideau et que le rideau se referme. Bon là, manifestement, ils sont en première ligne. On va retrouver sur les Champs-Élysées Florian Litzler accompagné d'Aliénor Adret. Florian, on sent que la situation est en train de se tendre sur les Champs-Élysées. Est-ce que vous le constatez aussi ? Ouais, depuis quelques minutes, il y a eu plusieurs grosses détonations. Vous venez d'entendre une nouvelle, en fait. Alors ça, c'est plus probablement des pétards. C'est pas la police qui est en train de tirer. Et ensuite, la police a répondu avec, vous voyez encore la fumée en train de se dégager. La fumée là-bas a répondu avec des gaz lacrymogènes. Donc il y a eu un mouvement de foule. La foule a reculé à peu près d'une vingtaine de mètres. C'est impressionnant puisqu'il y a quand même plus d'un millier de personnes là qui sont sur les Champs-Élysées. Donc voilà, la police a fait redescendre la foule. Mais vous voyez, la situation s'est stabilisée ici. C'est très calme. En bas des champs, la situation est aussi très calme. D'ailleurs, un signe, c'est que les CRS qui sont en bas ne portent même pas le casque, le bouclier est à terre. Il n'y a pas de danger là-bas en bas. C'est là-haut, effectivement, que la situation est un peu tendue. Merci beaucoup Florian et Aliénor Adret également à vos côtés. On va aller retrouver Olivier Boulinck cette fois qui se trouve toujours avenue Marceau. Normalement Olivier, vous allez me le confirmer, accompagné de Quentin Rossi. Comment ça se passe de votre côté ? Oui, on est à peine à une dizaine de mètres de l'Arc de Triomphe. Les manifestants des Gilets jaunes ont réussi à remonter jusque-là. Les forces de l'ordre ont en fait reculé et il y a des échanges de gaz lacrymogène, de tirs de flashball pour essayer de les repousser. Vous les voyez sur ces images de Quentin Rossi. Les sapeurs-pompiers interviennent aussi pour éteindre des incendies de poubelles auxquels les manifestants ont mis feu. En tout cas, ici, l'ambiance est très tendue. Merci beaucoup Olivier Boulinck, accompagné de Quentin Rossi, à proximité donc des Champs-Élysées. Jean-François Madieu, bonjour. Vous venez de nous rejoindre, sociologue spécialiste des mouvements sociaux. Nous en sommes à la mi-journée de cet acte 4 de mobilisation des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous observez, vous, aujourd'hui? On voit effectivement qu'il y a un petit peu moins de monde
en global sur la France. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'appels au calme, beaucoup d'appels à ne pas venir sur Paris. Il y a tout de même 8000 personnes à Paris, une stabilité par rapport à la semaine dernière, avec un nombre important de forces de l'ordre. Quelle conclusion vous tirez à cette heure-ci, même si effectivement c'est une conclusion très... qu'à la mi-journée, on le disait, 14h11 sur LCI. Quel est votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui ? Tout le monde a remarqué la différence spectaculaire entre samedi dernier et même le samedi précédent, puisque à l'heure où on se parle, on n'a pas du tout observé les mêmes phénomènes que depuis 15 jours, c'est-à-dire pas de barricades, pas les mêmes affrontements qu'hier très tôt dans la matinée. Donc manifestement ça a changé, le public d'ailleurs n'est pas tout à fait similaire, et puis naturellement, comme on le sait, le nombre très élevé d'interpellations dès le début de la matinée a certainement joué, et le dispositif. Bon, ça préjuge pas de ce qui se passera dans le reste de la journée, mais pour le moment, je dirais que c'est un peu souvent de la communication, quelques images, mais au fond, j'hésite à employer l'expression de bon enfant parce que c'est peut-être un peu exagéré, mais disons que les choses se passent quand même de façon beaucoup plus sereine malgré tout. Je voudrais juste faire un point, aussi peut-être signaler que les 8000 personnes qui sont ici, il faut tenir compte du fait qu'il y avait eu beaucoup d'appels venant d'un peu partout, de beaucoup de monde appelant à ne pas aller à Paris. Ouais. Donc il y a quand même du monde, alors même que tout le monde avait dit de ne pas aller à Paris. Il faut juste quand même, quand vous parlez d'ambiance de l'enfant, vous ne dites pas que c'est une ambiance de l'enfant, vous ne le dites pas, mais effectivement quand on voit ces images, effectivement c'est pas vraiment bon enfant. Oui. Non mais c'est par comparaison avec ce qu'on a observé les 2 samedis précédents. Voilà. Donc par comparaison, on voit bien que certainement parce qu'on a filtré, on a regardé ce qu'il y avait dans les sacs, etc. Mais à l'évidence, on le voit depuis ce matin, l'équipement, le dress code des manifestants n'est pas du tout le même. Il s'agit de gilets jaunes qui sont la tête découverte, qui ne sont pas équipés, qui ne sont pas casqués, etc. Donc c'est pas du tout les mêmes équipements. Donc les gens ne sont pas équipés de telle manière qu'ils vont pouvoir dresser les barricades et casser. Nicolas Puchot, c'est votre même analyse quand vous voyez ces images, quand on les regarde? Oui, mais absolument. La semaine passée, il y avait un agrégat de gilets jaunes, d'extrémistes de droite et de gauche, et puis en fin de soirée de pilleurs qui étaient venus, enfin d'opportunistes, qui étaient venus se dévaliser les boutiques. Aujourd'hui, effectivement, on a le sentiment que cette mobilisation concentre essentiellement des citoyens, qui revendiquent légitimement leur crise du pouvoir d'achat. Et que les casseurs ont été neutralisés en amont, que les lycéens ne sont pour l'instant ne font pas partie de la fête pour l'instant, mais effectivement là c'est une photographie à l'instant T, donc on ne peut pas présager de ce qui va se passer à la nuit tombée, parce que c'est souvent là que se commettent les exactions les plus nombreuses, même si la semaine dernière ça avait démarré très tôt. Mais pour l'instant le bilan est plutôt satisfaisant en effet. On va aller en région, on va aller voir ce qu'il se passe à Avignon, on va aller retrouver Hélène Bonnet accompagnée de Frédéric Ranck. Hélène, comment ça se passe autour de vous à Avignon ? Alors ici à Avignon, sur l'une des rues principales où il y a eu une manifestation et des débordements la semaine dernière, ici tout est calme. Vous le voyez derrière moi, il y a un important dispositif policier avec au moins une dizaine de voitures qui sont postées ici au niveau du cours Jean Jaurès au début de la rue de la République. Alors voilà, pour l'instant aucun heurt, tout est calme, mais la préfecture redoute quand même un rassemblement puisqu'il y a eu des appels lancés sur Internet. Alors, par mesure de précaution, la ville d'Avignon a décidé d'annuler plusieurs événements, notamment les événements dans le cadre du Téléthon, également une marche pour le climat qui devait avoir lieu. Les marchés et autres événements ont été annulés. Et puis, dans le reste du département, plusieurs points de blocage sont occupés, des péages, des ronds-points par plusieurs dizaines de gilets jaunes. Dans le calme, on note toutefois un incident ce matin à Avignon-les-Maurières où le gérant d'un hypermarché a percuté un gilet jaune qui a été transporté à l'hôpital. Le gilet jaune en question est légèrement blessé et le gérant du magasin est entendu par les gendarmes. Merci beaucoup Hélène Bonnet depuis Avignon en compagnie de Frédéric Ranck. Alexandre Malafaye, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais dire, on peut se satisfaire que ça se déroule comme ça pour l'instant, mais il faut rester très prudent. C'est vrai que l'équilibre est plutôt en faveur d'un rapport en faveur des forces de l'ordre, mais l'équilibre est fragile parce qu'on a en face 8000 personnes. Si on avait en face 50 000 personnes, même pacifiques comme elles le sont là, c'est quand même un poids à gérer qui est différent en termes d'inertie que ce qu'on a là. Donc il faut bien prendre en considération le fait que le mouvement est là et qu'il envoie des messages très forts. Vous savez, si on fait une allégorie avec la précédente révolution, celle qui a vraiment tout
emporté sur son passage, c'était 1789. À ce moment-là, ils sont allés prendre la Bastille, symboliquement. Parce que la Bastille représentait le lieu même de l'oppression, par la répression. Là, aujourd'hui, on ne peut plus parler de répression. Il n'y a pas de répression. C'est pas ce qui se passe là. La France n'est pas un pays répressif. Mais par contre, c'est un pays qui reste oppressif. Et le choix d'aller sur les Champs-Élysées pour manifester et quelque part bloquer le pays n'est pas du tout à prendre avec légèreté. C'est pas anodin. Qu'est-ce que c'est en fait? Vous faites le comparatif Bastille-Champs-Élysées. Oui, je le fais volontiers parce que en fait, c'est le symbole aujourd'hui de la nouvelle forme d'oppression. C'est-à-dire que les Champs-Élysées, c'est le déferlement du luxe intégral, d'un monde mondialisé auquel le Français de base n'a pas accès. Vous ne pouvez pas aller boire un café sur les Champs-Élysées, c'est trop cher. Vous ne pouvez rien vous acheter sur les Champs-Élysées, c'est trop cher. Vous ne pouvez pas vous loger sur les Champs-Élysées, c'est inabordable. Vous êtes commerçant de base, vous ne pouvez pas aller prendre un pas de porc sur les Champs-Élysées. C'est vraiment le summum de ce qu'on fait de plus cher, de plus opulent, de plus envié, mais aussi de plus inaccessible pour une majorité importante de Français. Donc le symbole n'est pas anodin. Oui. Et je veux dire par là que donc faut vraiment prendre tous ces messages très au sérieux, parce que derrière, cette France désoubliée, elle revendique qu'à un moment donné, la cordée, c'est toute une cordée. Vous nous avez oubliés jusqu'à présent, en tout cas c'est le sentiment qu'ils ont. Il faut les raccrocher. Avec Jacques Maire, effectivement, ce n'est pas non plus anodin médiatiquement parlant, parce que ces images, effectivement, font le tour du monde. Et effectivement, économiquement parlant aussi, ça cause déjà de gros dégâts. Moi, j'ai fait attention, effectivement. Je suis à la commission des affaires étrangères, donc je suis à la fois élu local parisien. Avec de nombreux pays européens qui ont conseillé à leurs ressortissants de ne pas venir à Paris. En permanence, à l'écoute de ce qui se passe et de la façon dont on arrive à vendre la France. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment extraordinaire où, du jour au lendemain, à partir de juin 2017, le French bashing a complètement disparu. Mais complètement disparu. Et c'était l'inverse. Là, aujourd'hui, les messages qu'on reçoit de l'extérieur, c'est « tenez bon ». C'est vraiment « tenez bon ». On a vraiment l'impression aujourd'hui que effectivement la France a occupé une place. Ça veut dire quoi, tenez bon, parce qu'il y a quand même une certaine ça veut dire qu'effectivement, c'est-à-dire que les débouchés politiques de ce type de mouvement, qui effectivement ont comme objectif de faire en sorte qu'on ait des évolutions à l'italienne, par exemple, sont des choses qui sont vérifiées, qui sont regardées avec inquiétude de la part du monde entier, du monde entier. Et donc moi, je fais pas tellement. Enfin, on parle beaucoup d'ultra droite en ce moment. Moi, je fais pas tellement la distinction entre l'ultra droite et l'extrême droite. Je pense qu'il y a un projet. On parle d'ultra droite, on parle d'ultra gauche. Oui, bien sûr, mais je pense qu'il y a quelque chose qui relève effectivement d'un projet assez subversif, dans lequel il y a une expression politique assez mesurée en ce moment, qui est celle de Madame Le Pen et de ses amis, qui se situent dans les institutions et qui effectivement espèrent surfer sur cette espèce de remise en cause qu'on a vu effectivement s'exprimer il y a quelques mois en Italie ou ailleurs. Donc moi, mon point là-dessus, effectivement, est de dire on a une expression qui est massive dans la population, qui est massive, qui va bien au-delà des catégories, je dirais, les plus défavorisées, qui sont même plus les classes moyennes. Je pense que les gens sur lesquels on a beaucoup travaillé depuis 17 mois, qui sont les gens qui sont les plus exclus, chômeurs de longue durée, les femmes isolées, les handicapés, etc., sont des gens qui sont tellement écrasés par les difficultés qui ne s'expriment pas. Donc là, c'est d'autres qui s'expriment. Et ce qu'ils expriment, je suis d'accord avec vous, monsieur, c'est l'inégalité, finalement. C'est pas tellement l'exclusion, c'est vraiment l'inégalité. C'est-à-dire que malgré tout, on voit qu'il y a un décrochage dans la société. Et qu'est-ce que le gouvernement fait là-dessus? Et c'est là-dessus où on est attendu, effectivement. On va les retrouver sur les Champs-Élysées, Florian Litzler avec Aliénor Adret. Florian, comment est la situation à 14h19 sur les Champs-Élysées? Écoutez, globalement, ça reste plutôt calme. Vous voyez là les manifestants qui sont en train de redescendre. Ces gilets jaunes, c'est quelques milliers de gilets jaunes qui sont sur les Champs-Élysées. C'est un peu plus tendu ici. On est au niveau du Fouquet's. Et vous voyez, à gauche, il y a la gendarmerie qui est là et qui, en fait, quand les manifestants s'approchent un peu trop de cette avenue, charge. Donc là, il y a eu quelques échanges de gaz lacrymogène. Mais vous voyez, le calme revient très très vite. C'est ce qui se passe en fait un peu partout sur les champs. Il y a des fois quelques moments où ça se réchauffe un peu. Et puis ça redevient, les manifestants se dispersent, s'éloignent et ça redevient très calme ensuite. Donc c'est un peu plus tendu que ce matin, mais ça reste globalement très calme. Merci beaucoup Florian et Aliénor Adret. 8000 personnes. Alexandre Lafay, vous vouliez réagir peut-être à ce que disait Jacques Maire? Parce que je pense qu'il ne faut pas faire cette comparaison avec ce qui peut se passer par ailleurs et surtout réduire ça en forme de comparaison avec ce qui peut se passer en Italie. Parce que je pense qu'à chaque fois qu'on fait ça, quelque part, on est, pardonnez-moi, un petit peu méprisant à l'égard du peuple. Et quand vous dites tenez bon... Il n'y a pas un gramme de mépris dans ce que je dis. Je sais bien, mais c'est comme ça... Je sais bien, monsieur le député, mais c'est comme ça que ça peut être pris. On est dans un monde globalisé, vous l'avez dit vous-même, c'est un monde globalisé. Oui, mais quand vous dites tenez bon à quoi? Voilà. Et je pense que la plupart des gilets jaunes... On a le gouvernement le
perçu en Europe et au niveau mondial comme le fer de lance. Mais c'est pas le sujet. Mais si, non. Et donc quand les autres nous disent... Mais non, je m'explique dans ces cas-là, vous n'avez peut-être pas bien compris. Je voudrais aller au bout de mon raisonnement. Oui, non, mais quand les autres nous disent tenez bon, ils disent effectivement, vous avez, dans un contexte où Mme Le Pen était proche du pouvoir, incarné, je dirais, une alternative progressiste qui est une des seules... Et lui, vous rendrez les comptes. Là, c'est peut-être une banderole qui peut vous concerner. Tenez bon parce que vous avez effectivement incarné une alternative progressiste. Quand vous êtes dans un pays dans lequel la loi qui est votée n'est plus applicable, vous devez vous poser des questions. C'est ça le problème, c'est que votre représentativité qui vous permet soi-disant de faire la loi parce que vous êtes élu et soi-disant légitime, moi je pense que vous avez la légalité pour vous, vous n'avez pas la légitimité pour vous, il y a une confusion majeure par rapport à ça. La loi en général, quand elle est contestée, là vous avez bien une contestation de la loi. Qu'est-ce qui a fait qu'on a cassé les portiques écotax il y a 5 ans? C'était la même chose, contestation de la loi. Quand les gens ne veulent plus de la loi que vous fabriquez, il faut vous interroger. Et c'est pour ça que quand vous dites tenez bon, bien sûr qu'il faut que les institutions tiennent et qu'on puisse retrouver un espace pour dialoguer. Mais ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que ce que vous voyez là, pardonnez-moi, laissez-moi finir. Je vous en prie, laissez-moi finir un instant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que vous avez sous les yeux, en fait, c'est l'émergence d'un nouveau monde qui veut être gouverné différemment. Et ça, si vous ne le prenez pas en considération, si Emmanuel Macron ne prend pas en considération le fait qu'en fait, il faut qu'il fasse avec la France ce qu'il a fait avec En Marche, avec une méthode de gouvernement, une méthode d'implication, une méthode d'adhésion différente, vous pourrez tenir bon jusqu'au moment où la vague vous rattrapera, parce qu'il y a une France de fond qui se sent non seulement oubliée, mais qui, à juste titre, considère qu'on ne peut pas bâtir un modèle sur un système durablement inégalitaire. Et ça, il faut le prendre en considération. Jean-François Amadieu, vous vouliez... Oui, je voudrais juste ajouter peut-être un point, c'est purement factuel, c'est que souvent on entend dire qu'un mouvement de ce type, comme on l'aurait vu dans le Brésil de 2013, au fond amènerait à Bolsonaro, qu'au fond on serait dans ces démarches. Mais il n'y a pas de corrélation en réalité, ni au Brésil d'ailleurs, ni ici, ni nulle part, entre le fait qu'il y ait à un moment donné des manifestants, un mouvement social de ce type, et le fait qu'à un moment donné, l'extrême droite ou des mouvements nationaux, appelons-les comme ça, progressent. Par exemple, en Europe, vous savez très bien qu'en Autriche et même en Italie, on n'a pas observé la même chose. Donc on ne peut pas dire que le mouvement 5 étoiles ou l'arrivée de l'extrême droite aux affaires aussi soit liée à des mobilisations de ce type. Et en Europe, de façon plus générale, la montée de l'extrême droite n'est pas liée à des mouvements de ce type. Donc faire ce lien évidemment est un peu plus problématique. J'entends bien ce que vous voulez dire, mais écoutez ce que dit M. Mélenchon. C'était ce matin même. Effectivement, l'issue raisonnable, normale et calme, c'est la dissolution. Donc, ils en rêvent tous. Non, mais c'est très clair. Ils n'ont pas supporté d'avoir été battus en juin 2017. Après, ça ne veut pas dire que c'est ce qui se passe dans la réalité. Il faut référence au mouvement 5 étoiles et à l'extrême droite. Bien sûr. Mais je dis simplement, c'est ce que nourrissent comme type de scénario des alternances. Je vous interromps un instant. On va aller sur le boulevard de Sébastopol. On va aller rejoindre Céla Bougriou avec Adrien Acot. On a assisté tout à l'heure à des mouvements de tension, des face-à-face entre Gilets jaunes et forces de l'ordre. Que se passe-t-il maintenant au boulevard de Sébastopol, Céla ? Absolument. Alors nous, on est côté force de l'ordre, donc on n'assiste pas à un face-à-face, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a d'importants moyens policiers qui sont déployés. Là, vous le voyez devant nous, donc des policiers qui sont équipés, certainement prêts à charger. Et puis ce à quoi nous assistons, c'est à des forces de police extrêmement mobiles qui se déploient en fait en fonction des points de tension. Et vous le voyez donc ici, la situation qui commence à se tendre avec des restes d'un incendie à droite du mobilier urbain qui a été incendié. Et alors situation confuse puisque ici la circulation n'a pas été bloquée. Il y a encore des véhicules qui continuent de circuler au milieu de forces de l'ordre qui se montraient un petit peu tendus tout à l'heure, qui expliquaient aux motards que s'ils ne s'en allaient pas, eh bien tout cela allait finir par être chargés. Et donc vous voyez des restes de grenades lacrymogènes là, qui ont été incendiés et la police qui se dirige très certainement vers les points de tension ici à Paris. Donc boulevard Sébastopol et que nous allons suivre. Voilà. Merci Céla, merci aussi Adrien Acot à vos côtés. Un petit mot peut-être Nicolas Pucheux sur ce que vient de dire Céla. Et c'est vrai que cette mobilité des forces d'ordre, mobilité aussi des gilets jaunes qui se déplacent. Et on rappelle quand même qu'il y a plusieurs points de rassemblement dans la capitale. C'est ça qui complique aussi la tâche. On parlait de la place de la Bastille, la place de la République, Porte-Maillot, les Champs-Élysées. C'est ça aussi qui vous complique la tâche aujourd'hui. Absolument. Ouais. Alors moi, je voulais revenir sur ce qui a été dit parce que je suis là effectivement en tant que spécialiste de la sécurité, mais en tant que délégué syndical, je voulais aussi
parler du côté de l'aspect social des choses. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment. On est au summum du paradoxe parce qu'on met face à face des gens qui appartiennent aux mêmes catégories de population, à la même catégorie socio-professionnelle. Il faut savoir que les forces de l'ordre sont touchées de plein fouet par la paupérisation des classes moyennes, par la crise du pouvoir d'achat. Et ça n'est bien souvent que dans l'exercice de leur fonction qu'ils ne peuvent fouler les Champs-Élysées. Mais là, je ne fais pas de démagogie, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Et on met face à face des classes moyennes pour résoudre une crise politique qui est bien plus profonde. J'ai des collègues qui sont engagés depuis 4 semaines à faire des vacations de plus de 20 heures sans pouvoir se restaurer, qui ont été lynchés et qui ont vu quasiment la fin de leur vie arriver la semaine dernière. Oui. Des collègues traumatisés. Et donc aujourd'hui, effectivement, le déploiement de forces de l'ordre est à la hauteur des enjeux politiques, mais aussi de l'aspect sécuritaire, puisque la semaine dernière, on était au bord de l'insurrection. Oui. Et ça n'est que par la présence des forces de l'ordre, gendarmerie et police nationale, qu'aujourd'hui, les casseurs ne sont pas allés jusqu'à l'Élysée. On est le dernier rempart avant l'armée. Mais nous sommes également des classes moyennes, qu'on met face à des classes moyennes. Vous voyez, c'est l'ironie du sort. Allez, on va aller rejoindre Olivier Boulin qui est sur les Champs-Élysées avec Quentin Rossi. Olivier, quelle est la situation autour de vous? Est-ce que ça s'est calmé ou est-ce que vous assistez encore à des moments de tension? Oui, alors je suis sur l'avenue Marceau, plus précisément, à quelques mètres de l'Arc de Triomphe, et la situation reste très tendue ici. On vient de voir des gilets jaunes qui chargent qui envoient des projectiles, des bouteilles d'eau et des pavés sur les forces de l'ordre, qui leur répondent à coups de gaz lacrymogène et de bombes assourdissantes. Alors, il y a des charges qui sont plus violentes, obligeant les manifestants à reculer à chaque fois d'une dizaine de mètres. Donc vous voyez sur ces images de Quentin Rossi, autour de nous, avenue Marceau, une centaine de gilets jaunes très véhéments qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Merci beaucoup Olivier Boulin et aussi à Quentin Rossi. Finalement, qui sont ces gilets jaunes qui veulent aller au contact finalement des forces de l'ordre ? Alors, faut être objectif. Il y a effectivement des gens issus de mouvances radicalisées, et puis il y a effectivement... Là, on n'est pas dans un rassemblement pacifique. Non, mais ça a également été dit. Il y a aussi des gilets jaunes qui, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont pas audibles, parce qu'ils sont pas entendus, parce qu'ils sont au bord, enfin ils sont excédés par ce côté hermétique de l'exécutif, que leur message ne parvienne pas jusque là où il doit parvenir, se radicalisent et par un effet peut-être d'émulation. Par un effet de groupe, voilà, viennent à commettre des exactions, alors qu'au départ, ils n'étaient absolument pas venus dans cet état d'esprit. Donc il n'y a pas que des casseurs. Il y a également des gilets jaunes qui s'adonnent à ce genre de bassesse. Alors, avant de vous donner la parole, Éric Delbecq qui nous avait rejoint, merci beaucoup d'être avec nous, expert en sécurité intérieure. On va aller voir ce qui se passe du côté des Champs-Élysées avec Florian Litzler, avec Aliénor Adret. Florian, tout à l'heure vous nous disiez que c'était plutôt calme autour de vous. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, c'est toujours effectivement calme. Il y a des gilets jaunes, là, regardez. Ils sont ici et ils sont en train, vous voyez, à nouveau de s'avancer un peu vers les forces de l'ordre qui sont sur la gauche, juste devant la place de l'Arc de Triomphe. Là, on est en fait sur la terrasse extérieure du Publicis qui avait été protégée, mais vous voyez, les gilets jaunes, certains en tout cas, ont réussi à pénétrer ici. Il y a eu quelques vitres de cassées, on peut le voir là, mais pas plus de dégâts. Vous voyez que le mobilier est toujours là aussi, hein. Bon, il est enchaîné au sol, donc il y a des planches aussi là-bas. Ça pourrait éventuellement servir, mais les gens ici l'ont laissé là. La situation, donc, à part cet incident ici, est toujours calme. Merci Florian. Olivier Boulin, vous êtes toujours avenue Marceau. Que se passe-t-il autour de vous ? Tout à l'heure, vous assistiez à des gilets jaunes qui allaient au contact avec les forces de l'ordre. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, écoutez, là, on est en train de se déplacer derrière les CRS, car la situation est très tendue ici. Vous l'entendez, les forces de l'ordre essaient de disperser les manifestants à coups de gaz lacrymogène et de bombes assourdissantes. Il y a une centaine de gilets jaunes ici très véhéments qui s'en prennent régulièrement aux forces de l'ordre à coups de jets de pavés et de jets de bouteilles d'eau. Des poubelles ont
aussi été incendiés sur l'avenue Monceau. La situation est très tendue ici. Merci Olivier Regdelbeck, qui nous avez donc rejoint, expert en sécurité intérieure. On a effectivement l'impression que c'est pas exactement le même type de profil de gilets jaunes avenue Marceau que sur les Champs-Élysées. Vous nous confirmez cela ? De toute façon, moi j'ai quand même beaucoup de réserves avec la manière dont on essaie de catégoriser les gens ces 3 dernières semaines. C'est très très facile de mettre un gilet jaune et de dire qu'on en est un. Les mouvances d'ultra-gauche et d'ultra-droite, elles sont déterminantes dans tout ce qui se passe depuis 3 semaines pour plusieurs raisons. Je vais être très factuel. Dans la rue, bien sûr, oui. Et surtout dans un certain nombre de violences. Déjà, je voudrais prendre des éléments qui sont hyper factuels. Quand vous voyez des drapeaux anarchistes caractéristiques d'une mouvance qui sont les autonomes, dans le mouvement anarchiste qui sont les plus violents, ça n'est pas neutre. Quand vous voyez l'équipement, quand on vient avec des casques de moto, des casques de l'armée, des gilets tactiques, des treillis, je l'ai encore vu ce matin, quand on saisit des boules de pétanque, un harpon visiblement, des battes de baseball, des couteaux, des balles métalliques, des boules de pétanque, on a carrément affaire à des gens qui peuvent être les mêmes que ceux parfois qu'on voit dans les manifestations dites de Black Bloc. Je vais plus loin, j'ai vu ce matin des techniques qui ressemblent férocement à celles qu'on a vues à Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire un premier échelon de gens qui donnent des fleurs aux forces de l'ordre, qui se mettent dans des positions dites de soumission, et vous voyez 3 rangs plus loin, vous avez des gens masqués cagoulés en noir. Bon. Donc je pense que déjà, si on enlève tous ces ultras, on a quand même quelques effectifs intéressants que l'on connaît. Ensuite, bien évidemment, des gens qui sont visiblement des petits délinquants au sens le plus classique du mot, et effectivement, peut-être quelques personnes dont on peut comprendre qui se laissent emporter par le mouvement. Mais moi, ce que je voudrais qu'on précise dans ces cas-là, c'est que représentent les authentiques gilets jaunes qui se laissent emporter par le mouvement là-dedans. Sans doute pas grand-chose, et donc je fais une claire distinction entre les gilets jaunes en province, qui eux sont une perspective qui est très intéressante, et à Paris, où il y a quand même pour moi une Allez, question on va aller voir justement boulevard Sébastopol. C'est la Bourriou avec Frédéric Ranck. C'est la Bourriou avec Adrien Acco, pardon. Vous êtes aux côtés des forces de l'ordre boulevard Sébastopol, c'est là. Absolument, et ce que je peux vous dire ici, c'est qu'une ambiance complètement surréaliste règne ici à Paris. D'abord, regardez les forces en présence, devant nous des CRS et puis à droite des policiers d'intervention qui parcourent les rues, qui dégagent le mobilier urbain, et puis face à eux, eh bien, beaucoup de badauds qui sont là, j'allais dire par hasard, en tout cas qui ne font pas partie des manifestants, et qui passent leur temps à prendre cet énorme dispositif, ce dispositif quasiment inédit, en tout cas pour ces dernières années ici à Paris, et puis des gilets jaunes par grappe. À l'endroit où nous nous trouvons, regardez, ce sont des gilets jaunes qui ne sont pas spécialement en train de manifester. En tout cas, ambiance particulière, pas de tension significative ici à l'endroit où nous nous trouvons, mais on sent bien la tension qui monte d'un cran. Et puis pour information, tout autour, eh bien, ville complètement morte. Les vitrines sont toutes fermées, les rideaux ont été baissés, et puis bien, les stations de métro, très simplement, ont toutes été fermées, en tout cas aux abords de ces endroits où donc il y a eu de nombreuses tensions là ces dernières minutes. Merci Céla et Adrien Acco. Et c'est vrai que ces images quand même sont interpellantes. Nous sommes dans la capitale, un samedi après-midi à 2 semaines de Noël. C'est vraiment surréaliste. Vous vouliez réagir, M. Madieu ? Je voulais juste ajouter un point sur cette question qui est bien sûr très compliquée, de savoir à l'intérieur de ces gilets jaunes quels sont ceux qui appartiennent à des organisations d'ultra-gauche, anarchistes ou d'ultra-droite, et quels sont ceux qui sont libertaires et ceux qui sont de simples gilets jaunes un petit peu énervés. Peut-être qu'il y a une manière de répondre à la question, c'est que le ministère de l'Intérieur, le ministre évoque le chiffre de 8000 aujourd'hui à Paris. À cette heure de la journée, compte tenu de ce qui s'est passé les samedis précédents, en général les chiffres sont réévalués, c'est ce qui s'est passé classiquement. Bon, imaginons que nous situons entre 10 12 000, peut-être un peu plus, en fin de journée. Est-ce que la proportion d'éléments radicalisés que vous évoquez, qui sont en effet, bien sûr, on ne peut qu'abonder dans votre sens, très violents, combien ça représente de monde ?
Alors là, sans être un expert de la sécurité, on peut quand même du coup considérer que sur ces 10 ou 12 000 personnes qui seront aujourd'hui à Paris, il y a bien entendu 80% de gilets jaunes. Enfin, je pense que personne ne s'accorde à penser qu'il y aurait plus de 4 ou 5 000, voire plus, éléments aussi radicalisés que ceux que vous avez présentés. Vous voulez dire, dans la capitale, il y a 8 000 personnes, ou alors, à c'est Paris. très inquiétant parce que vous faisiez le parallèle avec les Black Blocs, ce qu'on a observé, c'était pas des effectifs qui dépassaient 2000 personnes. Donc voilà, je sais pas, enfin, c'est un peu peut-être une manière de trancher dans ce débat qui est compliqué. Quelle est la part de gilets jaunes ordinaires et des autres? Je vous donne une petite réponse technique, c'est que quand vous voyez ceux qui sont les plus violents, on peut le constater sur des images. Vous avez généralement affaire soit des petits mouvements de quelques dizaines de personnes, des petites équipes, et vous voyez bien que certains sont absolument quand même rompus à la confrontation avec les forces de l'ordre. Moi, je parle aussi des modes d'action. Quelqu'un qui est un petit peu énervé et qui n'est pas un spécialiste, bon, ok, il va pouvoir y avoir de la violence. Quand vous en voyez certains, notamment, encore une fois, je prends des éléments très simples. Ceux qui ramassent les lacrymogènes, qui les rejettent sur les forces de l'ordre, certains, vous voyez bien que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça dans leur vie. Bon, il y a un tas de modes opératoires où vous vous rendez compte que... Donc il suffit de quelques centaines de personnes, et je note aussi, parmi les interpellations, ça a été vrai, sans doute moins aujourd'hui, mais ça a été vrai dans les 15 derniers jours, ceux que l'on attrape, puisque dans ces cas où les forces de l'ordre vont, entre guillemets, à l'assaut des gens. Il y a le phénomène des lapins, les gens se mettent à courir, mais ceux qu'on attrape généralement sont ceux qui courent le moins vite. Oui. Hein, sans doute pas ceux qui sont les plus expérimentés. D'accord. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes radicalisé, vous ne restez pas à visage découvert comme on le voit beaucoup actuellement sur la rue. Jean-François Madieu, je vous attends un instant. On va aller boulevard de Courcelles. On va aller rejoindre Baptiste Morin, accompagné de Julie Janus. Boulevard de Courcelles, que se passe-t-il, Baptiste Morin, autour de vous? Vous voyez à l'image ce boulevard avec énormément de forces de l'ordre présentes et ce squelette, ce cadavre de 2 roues qui finit de brûler. Alors les pompiers sont intervenus il y a quelques minutes dessus, ils vont devoir sûrement réintervenir parce qu'il y a toujours une partie du squelette qui brûle, et vous voyez c'est plusieurs 2 roues aussi qui sont par terre, qui ont été pris pour cible par des casseurs. Visiblement, je préfère pas m'annoncer parce qu'on est arrivé il y a pas longtemps sur place et qu'on n'a pas pu voir ce qui s'est passé exactement. Quelques gilets jaunes sont là sur le côté, mais totalement pacifiques et regardent. Et regardent surtout l'intervention des pompiers qui ont l'air d'avoir beaucoup de travail. On entend les sirènes un peu à droite, à gauche dans ce boulevard de Courcelles. Merci Baptiste, merci aussi à Julie Janus. On va les retrouver. C'est la Bougrie où on rappelle que vous êtes aux côtés des forces de l'ordre et vous êtes à présent place de la République, c'est là. Oui, c'est ça. Alors nous, on arrive place de la République, toujours derrière les forces de l'ordre, beaucoup de CRS et puis la police d'intervention également. On est arrivé côté Réaumur-Sébastopol, on arrive place de la République. Place de la République, c'est un endroit en fait où devaient se rejoindre les manifestants pour la marche pour le climat. Vous savez, cette marche qui avait d'abord demandé, en tout cas que certains avaient d'abord demandé à annuler et qui finalement a été maintenue, une marche dans laquelle il y a beaucoup de gilets jaunes en présence. Et alors, petite information supplémentaire, ce quartier, c'est un quartier vivant, commerçant, avec de nombreuses boutiques, mais aussi de nombreux cafés. C'est un des cœurs battants de Paris. Et ce que nous voyons depuis que nous sommes arrivés, eh bien, c'est que toutes les vitrines ont été complètement fermées et qu'il règne ici donc une atmosphère très particulière avec beaucoup de Parisiens très étonnés, très surpris de voir un tel dispositif. Et donc, en tout cas ici, pour le moment, pas de tension à souligner, même si, bien sûr, vous le voyez, ces images sont extrêmement impressionnantes. Merci Céla et Adrien Acco à vos côtés. Jacques Maire, vous êtes un élu de la République. Quand vous voyez ces images, effectivement, de tension sur les Champs-Élysées, quand on voit ces images de forces de l'ordre qui marchent comme ça en plein centre de Paris, avec du mobilier urbain qui brûle, on est quand même un samedi après-midi, je le disais tout à l'heure, à quelques semaines des fêtes de fin d'année, qu'est-ce que vous dites? Sentiments mêlés. D'abord, un grand respect pour les forces de l'ordre, leur dévouement, leur implication, leur mobilité, leur engagement physique, là on le voit bien.
C'est très important. Pour l'instant, il y a beaucoup de gardes à vue et des interpellations, mais on ne déplore pas en tout cas de victimes civiles telles que ça a été exprimé depuis quelques heures. Donc c'est quand même une très très bonne chose. Deuxièmement, un immense regret pour tous les acteurs économiques de ce secteur. Vous savez que ce sont des endroits où les gens ont fait aussi des efforts d'adaptation, ouverture le dimanche, etc. Donc, et c'est des moments qui tirent l'économie française. On est à un moment en France où on relève la tête. C'est quand même très bon. On relève la tête du point de vue des investissements, du point de vue du tourisme en France, du point de vue du commerce. Et là, voilà, là on se met en danger. Alors, j'ai vu un tweet de Trump là, qui passait juste actuellement, qui effectivement montre qu'il y a quand même des gens qui jouent toujours la politique du pire. Et puis, il y a, je pense, beaucoup de gens qui attendent l'après. C'est-à-dire des gens qui sont un peu inquiets. Des commerçants, des investisseurs, des étrangers, etc. Et puis qui se disent, voilà, est-ce que c'est le point, est-ce que c'est un point, c'est un climax, est-ce que ça va rebouger ou pas? Moi, je pense que ce qu'on voit, voilà, au moment où je dis, c'est un point d'interrogation. Est-ce que ça continue ou est-ce que ça recule? Si ça recule, surtout avec une réponse à apporter aussi à ce mouvement. La réponse, d'abord, il y a eu un certain nombre de réponses qui sont arrivées depuis. Mais qui n'ont eu aucun effet. Qui ont eu un certain effet, mais toujours. Aucun effet. Comme on dit toujours, c'est-à-dire trop peu, trop tard. Hein, et là, moi, j'assume complètement le trop peu, trop tard. Trop peu, trop tard, parce qu'évidemment, du point de vue de beaucoup de gens, y compris des électeurs d'En Marche et puis de la population française, on savait depuis longtemps que la transition écologique sans accompagnement social, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et donc là, effectivement, il y a eu des discussions intéressantes qui ont commencé, mais dans un niveau de difficulté extrême, puisque comment discuter avec des gilets jaunes qui, pour certains, acceptent de discuter, mais qui ne peuvent pas s'engager au nom de qui que ce soit. Et donc, mardi, effectivement, l'expression du président pour lancer ce que j'espère être une grande rénovation de notre pratique politique, qui sont ces conférences territoriales dans quelques jours. Alors, Alexandre, je vous donne la parole dans un instant. On va juste aller voir Olivier Boulinck, qui est sur les Champs-Élysées. Vous allez nous dire exactement où vous êtes. Vous êtes avenue Marceau, Olivier Boulinck, accompagné donc de Quentin Rossi. Comment ça se passe, avenue Marceau? Oui, l'ambiance est très tendue ici à avenue Marceau. Une centaine de gilets jaunes affrontent les forces de l'ordre. Ils jettent sur les CRS des pavés, des bouteilles d'eau. Des CRS répondent avec des tirs de flashball et du gaz lacrymogène. Ils utilisent aussi des bombes assourdissantes. Le but, évidemment, c'est de disperser cette centaine de gilets jaunes qui cherchent réellement le contact avec les forces de l'ordre. Vous le voyez là, sur les images de Quentin Rossi, les forces de l'ordre qui sont en train de charger. Le but est de disperser cette centaine de gilets jaunes qui cherchent donc réellement l'affrontement avec les forces de l'ordre. La situation est très tendue ici. Merci Olivier. Florian, vous êtes sur les Champs-Élysées. On a vu tout à l'heure des gilets jaunes qui couraient. Il y a eu peut-être un mouvement. Vous allez nous expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure? En fait, il y a plusieurs mouvements. C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, ce que vous avez vu, c'était une unité de gendarmes qui accompagnait des policiers de la BAC et qui ont fait dégager. Il y avait des gilets jaunes qui étaient le long du mur. Eh bien, ils ont fait évacuer tout le monde. Donc, ça a effectivement suscité quelques jets de pierre. Là, vous voyez, il y en a qui essayent de dresser des barricades. Alors, ils ont déjà essayé tout à l'heure, mais pareil, à nouveau, les gendarmes sont intervenus, ont envoyé des gaz lacrymogènes pour faire reculer les manifestants. Et là, vous voyez, à nouveau, ils vont tenter de se rapprocher, ils scandent, ils demandent la démission du président de la République et ils se rapprochent donc à nouveau des gendarmes que vous voyez là-bas qui sont au pied de l'Arc de Triomphe. Autre point de tension dans la capitale, c'est le boulevard de Courcelles. Baptiste Morin, tout à l'heure vous nous disiez que vous voyez des voitures brûlées, un deux roues brûlées. Que se passe-t-il autour de vous? Ouais, c'est ça, c'est le spectacle de désolation et on peut s'avancer quand même pour vous dire que ça ressemble clairement à des dégâts de casseurs et non pas de gilets jaunes. On a côtoyé ces gilets jaunes ce matin, Porte-Maillot et avenue de la Grande Armée. C'était pas du tout ce genre de comportement qu'on a pu voir. Là, on voit donc des voitures brûlées. Puis, regardez, on va pivoter pour vous montrer cette voiture qui a totalement été saccagée, en tout cas le pare-brise arrière. Et si on descend dans cette rue Ribot, on aperçoit d'autres voitures qui ont été saccagées. Une qui a toutes les portières ouvertes, coffres et portières ouvertes. Et on sent donc que c'est bien le travail de casseurs qui ont pillé, volé. Pour l'instant, les dégâts restent sur des véhicules et non sur des façades, mais ça laisse songeur sur la suite de l'après-midi. Merci beaucoup Baptiste Morin. Nicolas Pucheux, quand on voit ces images de mobilier urbain de nouveau, une nouvelle fois saccagé, alors je ne sais pas si on peut les appeler des gilets jaunes, avenue Marceau qui veulent vraiment découdre avec les forces de l'ordre, qu'est-ce que
Quelle est votre analyse? Mais on ne peut que déplorer que du mobilier urbain ou des commerces soient dégradés. Nonobstant, ça reste minime par rapport à ce qu'on a pu observer les 2 semaines précédentes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 100% des fonctionnaires de police travaillent. Il n'y a eu aucune autorisation de repos hors congé annuel. Et qu'on a constitué, alors d'un côté, des unités de force mobile qui sont constituées de CRS, de gendarmes mobiles, de compagnies d'intervention et de compagnies de sécurisation d'intervention qui, elles, sont là pour faire du maintien de l'ordre. 2 brigades anticriminalité, ce que vous appelez les unités d'intervention rapide, qui, elles, sont plus donc aguerries pour l'interpellation, le saut dessus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, on a également ponctionné, et ça c'est plus préoccupant, plus problématique à d'autres sens, une majorité d'effectifs de bureaux qui sont assignés à des tâches judiciaires ou administratives à l'accoutumée, qui sont peu aguerris ou pas du tout d'ailleurs aux techniques de maintien de l'ordre et qui sont aujourd'hui sur la voie publique dans ces groupes d'intervention rapide. Est-ce que vous êtes en train de dire que le dispositif n'est pas... Je suis en train de vous dire qu'on a répondu à la menace par un dispositif conséquent qui a conduit à mobiliser des effectifs qui habituellement travaillent dans des bureaux et qui ne sont absolument pas aguerris aux techniques de maintien de l'ordre. Et donc du coup, quelle conclusion, Éric Delbecq? Est-ce que c'est un dispositif qui n'est pas adapté à la situation qu'on voit sur ces images? Non, aucune conclusion de ce genre. Moi, je note que, effectivement, pour le coup, on n'a pas affaire au même spectacle que pendant plusieurs semaines. Donc il y a clairement de la maîtrise de la part des forces de l'ordre. Et encore une fois, il faut se féliciter d'avoir une telle qualité de policiers et de gendarmes dans notre pays. Et quand on leur laisse les mains un peu plus libres, et que certains politiciens ou hauts fonctionnaires s'en mêlent peut-être un peu moins, ça se passe beaucoup mieux. Je note au passage, pardon de cette petite parenthèse, mais je ne décolère pas depuis ce matin d'entendre des déclarations des responsables de la France insoumise qui sont absolument irresponsables de ce point de vue-là. Donc effectivement, il se peut qu'on ait recours à des effectifs qui ne sont pas tous des spécialistes, mais en tout état de cause, ça prouve que le dispositif marche bien, même si ça peut être... On voit des images de l'avenue Marceau. On va retrouver Olivier Boulenc sur place, avenue Marceau, alors que l'on voit que des barricades se constituent. Mais là, on est effectivement devant sur les Champs-Élysées. Olivier Boulenc, c'est à vous. C'est les mêmes. Oui, l'ambiance est très tendue ici, avenue Marceau. Une centaine de gilets jaunes affrontent les forces de l'ordre. Ils jettent sur les CRS des pavés et des bouteilles d'eau. Alors les CRS répondent avec des tirs de flashball et du gaz lacrymogène. En fait, ils essaient de disperser cette centaine de gilets jaunes qui cherchent réellement le contact avec les forces de l'ordre. Une foule de gilets jaunes qui est constituée pratiquement que d'hommes. Ici, je n'ai pas vu de femmes. Avenue Marceau, où ici aussi il y a du mobilier urbain qui a été dégradé. Vous le voyez sur ces images de Quentin Rossi, les forces de l'ordre sont en train de donner l'assaut, faisant reculer de plusieurs dizaines de mètres les manifestants. Ils envoient des bombes assourdissantes et du gaz lacrymogène. La situation est très tendue ici. Merci Olivier. Quentin Rossi, Florian Litzler. On vient d'entendre Olivier Boulenc nous dire que la situation était plutôt tendue côté avenue Marceau. Quelle est la situation sur les Champs-Élysées ? Vous voyez sur le haut des Champs-Élysées, parce que la majeure partie de l'avenue est assez calme, mais sur le haut des Champs-Élysées, ici, là devant le Publicis, c'est un peu plus tendu. En fait, vous avez cette unité de CRS et juste à gauche, regardez, vous avez des manifestants qui ont dressé une barricade avec des palettes de bois qu'ils ont arrachées. En fait, c'est celle qui servait à protéger le bâtiment. Eh bien, ils ont arraché et ils s'en servent comme une barricade. Alors, vous voyez là les forces de l'ordre qui lancent des grenades lacrymogènes pour essayer de disperser les manifestants qui se sont passés là. Là, c'est un peu le statu quo. Chacun reste de son côté, mais progressivement, les manifestants à gauche essayent d'avancer en les poussant. En fait, ils se cachent derrière. Mais je vous le disais, sur la majeure partie de l'avenue, la situation reste calme. C'est le seul point chaud ici pour l'instant sur les Champs-Élysées. Merci Florian et Alinor Adret. Nicolas Pichot, vous vouliez réagir ? Oui, ce que je voulais dire, quand je me suis exprimé tout à l'heure sur les effectifs de bureaux qui ont été ponctionnés, c'est que nous, à l'UNSA Police, on demande le renfort de 1000 effectifs de compagnies républicaines de sécurité, et que plutôt que de renforcer ces effectifs aguerris au maintien de l'ordre, on a préféré ponctionner des effectifs de bureaux qui, eux, ne sont pas des spécialistes de ces techniques. Voilà, on déshabille Paul pour habiller Pierre ou Jacques, peu importe. C'est ça, voilà, c'est ça que je dénonçais. Mais effectivement, je rends hommage au sang-froid, au professionnalisme, à l'abnégation de ces CRS et gendarmes mobiles qui, depuis des semaines, sont mobilisés pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Et c'est vrai que c'est la 4e semaine consécutive. Des fonctions régaliennes de l'État. Alexandre Malafaille.
Oui, et qui font un travail remarquable et au service d'une structure aujourd'hui dont on ne parle pas assez parce qu'elle est extraordinaire. On vit dans le cadre de l'état de droit. Cet état de droit, c'est quand même un privilège extraordinaire. On est assez peu de pays sur Terre à bénéficier d'un tel cadre. Le problème de cet état de droit, qui est une bonne nouvelle, c'est que malheureusement, il a ses fragilités, il a ses vulnérabilités. Et on a souvent tendance à confondre état de droit et état de droit de faire n'importe quoi. Et vous avez, au nom de cet état de droit de faire n'importe quoi, et finalement d'impuissance de l'état de droit, ou de limite de l'état de droit, parce que les images, parce que la peur de la bavure, parce que la bien-pensance, parce qu'il faut laisser faire, parce que on a laissé grandir, on a laissé s'installer depuis 30 ou 40 ans, comme ça, des poches de violence, des zones, ces fameuses zones de non-droit. Mais tout ça vit parfois dans une logique d'anti-projet, d'anti-nation, et se mobilise régulièrement. On a vu, rappelez-vous Notre-Dame-des-Landes, même si le gouvernement actuel a réglé la question, c'est absurde d'en arriver à ça. Et c'est vrai que tant qu'on n'aura pas la volonté de préserver l'état de droit, mais quand même de se donner les moyens de réprimer ceux qui sont dans cette mouvance extrême, parce qu'évidemment, il ne faut pas mélanger, faire d'amalgame. Les Gilets jaunes, c'est pas ça. Voilà, oui, et certains Gilets jaunes sont quand même venus à Paris alors qu'effectivement on leur avait demandé de ne pas venir. Mais pourquoi ils sont venus à Paris? Ça fait 3 semaines qu'on est sur les ronds-points. D'ici, je suis venu ici pour qu'on se fasse entendre un peu plus. Bien sûr. Voilà ce qu'ils disent. Ils sont venus très simplement parce qu'en fait, ils veulent véritablement être entendus. Vous savez, les hommes politiques et les femmes politiques devraient lire tous les ans et le garder sur leur table de chevet la nuit, le baromètre Sciences Po Cevipof, qui montre que depuis une dizaine d'années, le lien de confiance entre les gouvernants et les gouvernés est complètement rompu. Il reste à peine 10% des gens qui font confiance dans les gens qui sont aux affaires. Comment voulez-vous gouverner un pays quand les gens n'adhèrent pas, quand les gens ne font pas confiance? Enfin, si les forces de l'ordre aujourd'hui n'ont pas confiance dans leur chef, elles ne feront pas le job. Si les militaires n'ont pas confiance dans leurs autorités, elles ne sortiront pas des tranchées, entre guillemets, pour aller faire le travail à l'étranger. On a commandé, je vais finir là-dessus, il y a 2 mois de cela, avant la crise des Gilets jaunes, un baromètre à l'IFOP avec notre partenaire Densu. Qu'est-ce que disait ce baromètre sur 2 indicateurs? On était fin septembre quand la prise de température a été faite. 80% des Français, 79, ne se sentaient pas impliqués par le projet de transformation du pays d'Emmanuel Macron. Beaucoup quand même, 8 Français sur 10. Et deuxième chose, les mêmes, sur 19%, 80% disaient « sa méthode ne nous convient pas ». Voilà. Donc c'était avant la crise. On voit bien qu'on a un problème de fond qu'il faut maintenant poser. Et alors c'est pour ça que je crois que en fait, cette crise qui est terrible, parce que les images, parce que le gâchis, parce que la perte économique, parce que les fractures encore qui s'accroissent entre les uns et les autres, peuvent malgré tout constituer, et je termine là-dessus, une formidable opportunité, si on sait la saisir, non pas pour organiser la transition écologique, qui est peut-être important, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on peut partir d'un pays comme il est aujourd'hui et d'organiser une transition solidaire pour faire que dans 10 ans, voilà, la France, et en sortant dans 10 ans, et en étant très lucide sur la difficulté qui nous accompagnera pendant ces 10 ans, pour que dans 10 ans, on puisse dire que la France est un pays où il fait bon vivre pour toute l'accorder, quoi, et pas simplement pour une partie, et plutôt celle qu'on imagine qui est plutôt en haut, quoi. Voilà, alors que vous voyez sur ces images des véhicules en feu, avenue Marceau, et des moments de tension, pardon, sur les Champs-Élysées, où se trouvent nos envoyés. Je ne sais pas si on peut aller rejoindre Florian Litzler qui est sur les Champs-Élysées. On voit effectivement du mobilier urbain qui est en feu. Comment ça se passe autour de vous, Florian ? Alors là, vous voyez, en fait, si vous vous souvenez des images, il y a 5 minutes, et ben là, vous voyez les CRS qui ont avancé, qui ont envoyé pas mal de gaz lacrymogène et qui sont en fait en train de ramasser ce qui servait à faire les barricades pour l'emmener hors de portée des manifestants. Certains disent, c'est mélangé ici, on fait toujours cette différence entre manifestants pacifiques et casseurs. Là, vous voyez, il y en a qui s'en prennent aux forces de l'ordre, il y en a d'autres qui, juste là, il y en a un qui, par exemple, brandissent des fleurs, qui disent, eux, qu'ils n'ont rien jeté, mais qu'ils sont là pour montrer qu'ils sont là, pour occuper le terrain, pour faire part de leurs revendications. Et vous voyez là les CRS, donc, qui maintenant qu'ils ont ramassé les palissades qui servaient de barrage, sont en train de reculer pour reprendre position dans une rue perpendiculaire. Merci Florian. Donc avec des gilets jaunes qui montrent des fleurs aux forces de l'ordre et une toute autre ambiance avenue Marceau. Vous trouvez Olivier Boulin avec Quentin Rossi ? Oui, vous voyez sur ces images de Quentin Rossi, une voiture est en feu ici. Elle a été
Elle a été incendiée par des gilets jaunes. Les pompiers sont juste derrière moi. Ils sont en train d'arriver pour éteindre l'incendie. Avenue Marceau, l'ambiance est très tendue. Hein. Les manifestants affrontent les forces de l'ordre à coups grâce à des projectiles, des pavés et des bouteilles d'eau qui lancent sur les CRS. Là, vous voyez, les pompiers sont en train d'intervenir et les CRS essaient de les protéger face aux gilets jaunes qui sont en fait juste derrière la voiture en flammes. Ces gilets jaunes qui restent ici et qui envoient régulièrement des projectiles sur les pompiers et les forces de l'ordre. Eric Delbecq, peut-être un mot sur ce qu'on aperçoit sur les Champs-Élysées, sur l'avenue Marceau, dans le centre de Paris, boulevard de Courcelles. Un mot là-dessus et puis un mot plus général parce que l'un est entraîné par l'autre. Bon, déjà, je comprends que les gens sont parfois perturbés par 2 ou 3 personnes qui vont offrir des fleurs aux forces de l'ordre. Il faut quand même savoir que c'est théorisé depuis des années, voire des décennies, par les mouvements contestataires qui utilisent les médias pour en fait expliquer que l'État est méchant et que les contestataires sont gentils. Donc c'est pas parce qu'on distribue des fleurs qu'on ne fait pas partie d'une manœuvre plus large de contestation des forces de l'ordre. Deuxièmement, je crois qu'on en est arrivé à un point où il faudrait d'une manière définitive dire qu'il y a 2 problèmes. Et encore une fois, je travaille sur les 2 depuis quasiment 20 ans, donc je le dis de manière très décomplexée. Il y a un problème de sécurité et d'ordre public que l'on doit traiter et la formule est parfaite, force doit rester à la loi, on ne réforme rien dans la violence. Et deuxièmement, il y a des élites qui doivent entendre ce qui est dit aujourd'hui et on doit en finir définitivement avec un style. On parle des mesures, il y a un style de gouvernement qui n'est plus possible, très énarchique, il doit cesser. Aujourd'hui, maintenant, c'est terminé cette époque-là, sinon on n'y arrivera pas. Mais il y a 2 problèmes distincts. Nicolas Puchet, je voudrais qu'on commente ces images. On voit ces fameux blindés à roues de la gendarmerie. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire exactement ? Ils sont là pour dégager les obstacles éventuels sur la voie publique et pour faire reculer les manifestants. Je voulais revenir aussi sur ce qui a été dit. Aussi bien ce mouvement des Gilets jaunes cristallise des décennies de frustration, de sentiments d'humiliation, d'indifférence, aussi bien les violences qui sont commises cristallisent des années de laxisme. C'est exactement ce qui a été dit. Parce que ces casseurs, ils sont parfaitement identifiés. On est tout à fait à même de venir les interpeller et de les incarcérer. Si la justice, si les magistrats, s'il y avait moins de laxisme, on n'arriverait pas dans ce genre de configuration, de chaos. Enfin, si on voit ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a quand même 99 personnes qui ont été jugées en comparution immédiate et certaines qui ont été condamnées à de la prison ferme. Donc il y a une réponse judiciaire qui a été donnée à ce qui s'est passé la semaine dernière. Je veux bien croire que la justice ait fait son travail quand la France est au bord de l'insurrection, mais il faudrait que ce ne soit pas l'exception, mais la norme. Il faudrait que ça se pérennise. Moi qui ai fait 14 ans de voie publique avant d'être délégué syndical, je peux vous dire que bien souvent, j'avais pas fini de taper ma procédure, que le voyou que j'avais interpellé était déjà dehors. Ça laisse perplexe, non ? Enfin, ça interroge. Alors, un petit mot justement de ces chiffres d'interpellation. On est à 598 interpellations, 475 gardes à vue. Eric Delbecq, on a l'impression que ces chiffres continuent d'augmenter au fil de la journée. On ne sait pas jusqu'où on peut arriver finalement à la fin de la journée ? Jusqu'où il le faudra. Pour, encore une fois, que la loi soit respectée et qu'on arrive à cette distinction entre des gens dont j'en reste persuadé très peu, et je voudrais qu'on revienne sur les chiffres, le nombre de manifestants qu'il y a sur Paris. Alors, 31 000 gilets jaunes en France contre 36 000 la semaine dernière. Ce sont des chiffres de mi-journée, dont 8 000 à Paris. Là, c'est équivalent à la semaine dernière. Et là, nous voyons effectivement Édouard Philippe qui est aux côtés du ministre de l'Intérieur. Nous sommes place Beauvau, au ministère de l'Intérieur. Le Premier ministre qui s'est déjà exprimé ce matin, qui va probablement reprendre la parole pour peut-être communiquer sur la situation, sur de nouveaux chiffres. On rappelle que ce matin, il a effectivement remercié les Gilets jaunes et toutes les personnes qui avaient appelé au calme. On les a entendus sur notre antenne d'ailleurs dès hier. Appel au calme et appel à ne pas venir manifester à Paris. On rappelle que les chiffres sont équivalents sur Paris par rapport à la semaine dernière. 8 000 la semaine dernière, 8 000 cette semaine. Donc 8 000. C'est-à-dire, si on part du principe qu'un certain nombre de ces gens ne sont pas sur les Champs-Élysées ou les rues... Et on voit qu'ils sont effectivement en de nombreux endroits dans la capitale. Donc, et qu'on prend sur cette masse de gens
ceux qui sont le problème principal des forces de l'ordre, est-ce qu'on peut encore dire que les gilets jaunes aujourd'hui sont à Paris? Encore une fois, moi je demande à ce qu'on aille tester de manière plus précise et d'un point de vue plus politique ceux qui sont en province, parce que bien évidemment, ceux qui ne foutent pas le souk, pardon de cette trivialité, intéressent moins. Mais en province, il se passe un tas de choses intéressantes, des discussions avec des élus, avec parfois le corps préfectoral, qui sont le cœur de la chose intéressante et sur lequel le pouvoir politique doit se pencher. Donc, je ne pense pas... Il y en a quand même 8000 à Paris. Pardon ? Il y en a quand même 8000 à Paris. Il y en a qui sont venus exprès, certains qui n'étaient jamais venus et qui sont venus pour se faire entendre. On parle de la colère d'un peuple. On parle de la colère d'un peuple, c'est bien de ça dont il est question. Et donc, en termes de rapport à l'ordre public, encore une fois, je comprends que les images sont choquantes, mais même si c'est pas très, c'est pas à la mode en ce moment de le dire, mais nous ne sommes pas non plus au bord de l'insurrection à l'ancienne. Il faut quand même raison garder, il faut se rendre compte que là on parle de quelques rues de Paris et que dans le reste de Paris, j'y suis allé aujourd'hui avant de venir vous voir, on n'est pas en état de guerre. Donc je crois qu'on aurait intérêt effectivement alors, si voilà, on n'est pas en état de guerre, mais enfin quand même, là on se promène dans Paris là, avec nos envoyés spéciaux, on voit quand même qu'en certains quartiers, effectivement, il y a du mobilier urbain qui brûle. Nous sommes avenue Marceau ici, mais on a vu aussi des images du boulevard Sébastopol, c'est plein centre de Paris, avec un 2 roues du matériel en tout cas qui brûlait, des forces de l'ordre qui marchaient sur la route. Effectivement, Paris n'est pas en guerre, mais c'est quand même des images assez impressionnantes. Oui, mais quelles conclusions tire-t-on? Elles sont impressionnantes, et là je vous rejoins totalement, parce que ça fait des années qu'on estime que rétablir l'ordre n'est pas une solution, mais un problème. Donc encore une fois, c'est impressionnant, parce qu'on a aussi donné de mauvaises habitudes à des gens qui pensent que c'est un vaste défouloir. Et encore une fois, les images parlent d'elles-mêmes. Je les ai observées de très près depuis ce matin. Je reste persuadé qu'il y a des gens pour qui la violence est une consécration au sens où c'est la voie ultime de leur idéologie, d'autres qui pensent que c'est quasi ludique. Donc quand on est déjà ce genre de personnes, on a une partie de la problématique qui s'éclaire. Après, les autres, encore une fois je le dis, témoignent de quelque chose politiquement qui doit être traité. Je ne suis pas totalement sûr qu'on en ait pris la mesure et que nos élites en ont pris la mesure, mais c'est le moment de le faire. Jean-François Maillot, vous vouliez réagir? Non, mais il est évident que depuis des années, je ne parle pas du laxisme que vous évoquiez s'agissant de la petite délinquance et que vous évoquiez tout à l'heure, les gens qui ressortent tout de suite après avoir été arrêtés. Là, on est en train de parler du maintien de l'ordre dans le cadre des mouvements sociaux, des conflits sociaux en général, avec les débordements qu'on observe. Dans ce cadre-là, il faut quand même rappeler que si l'exécutif, le politique, depuis des années, a pu laisser faire un certain nombre de choses, vous le savez, c'est parce que aujourd'hui, compte tenu de la médiatisation de tous les mouvements, et c'est encore le cas aujourd'hui, il est tout simplement impossible de laisser se faire ce qu'on appelle des dérapages, des bavures, appelons-les comme ça. C'est la jurisprudence Malik Oussekine de 1986. Et j'entendais hier, je ne sais plus quel ministre, s'exprimer d'ailleurs sur ce point pour aujourd'hui. Si d'aventure, et tout le monde le sait depuis des années, si vous avez des lycéens, je ne parle pas de tel ou tel casseur ou pire, si vous avez du lycéen ordinaire, heureusement ils ne sont pas là aujourd'hui, qui se retrouvent embarqués, sans parler de collégiens, on avait peur de ça il y a une dizaine de jours. Si vous avez des jeunes qui sont là et que vous êtes obligés de maintenir l'ordre, je dirais qu'il faut que les forces de l'ordre qui sont très professionnelles, il faut le dire, mais il faut quand même un sacré savoir-faire pour éviter que les choses dégénèrent. C'est très compliqué et il ne faut pas accabler les forces de l'ordre dans ce cas. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez, le politique en effet est tétanisé depuis des années et parce que le coût politique est absolument énorme, c'est instantané. Historiquement, c'est comme ça. Enfin, historiquement, depuis déjà pas mal d'années, on sait très bien que lorsque vous vous retrouvez dans une situation de ce type, état de droit ou pas état de droit, vous êtes obligé de faire preuve de beaucoup de discernement. C'est ça la difficulté. Alors, et donc après, c'est vrai que ça peut paraître compliqué. Dernier point, pourquoi les Gilets jaunes sont venus quand même à Paris? Alors là, vous voyez des images de la place de la Bastille. On parlait de nombreux endroits en Paris. Voilà, par exemple, place de la Bastille, on voit aussi qu'il y a de nombreux Gilets jaunes qui se sont rassemblés.
Il faut juste dire pourquoi il y a autant de gilets jaunes à Paris, bien que beaucoup aient appelé à ne pas venir, et par responsabilité. Tout simplement parce que toutes les images qu'on voit aujourd'hui, comme les samedis précédents, sont à Paris. Et que si vous ne le faites pas à Paris, en effet, beaucoup de gilets jaunes disent ça ne sert à rien, on est en province, et vous avez raison, il y a des gens en province, mais finalement, ça ne va pas avoir le même retentissement. Et c'est malheureux. Du coup, on se retrouve coincé. Moi, comme beaucoup, on n'a pas envie de se retrouver dans une situation où il y a beaucoup de gilets jaunes dans Paris aujourd'hui. Sauf que c'est là que ça va se passer. Donc, il faut sortir de ce cercle vicieux qu'on connaît bien dans les conflits sociaux et les mouvements sociaux, qui est que les gens recherchent de la médiatisation, ils cherchent des images, l'Arc de Triomphe, même si Paris. nous sommes aussi en région. Tout à l'heure, nous étions en Avignon. Non, comprenez bien, nous irons également au Puy-en-Velay et également à Lorient. Il y a un effet caméra. C'est pas une critique. Il y a un effet caméra qui joue systématiquement et de toutes les façons. Il y a eu plusieurs interventions. Excusez-moi, non mais il y a eu quand même plusieurs interventions un peu dans le même sens, que j'abscrète complètement sur la remise en cause des pratiques politiques récentes. Il serait bon de temps en temps qu'on puisse quand même donner une réponse. Oui, et surtout la crise de confiance dont parlait Alexandre Malafaille tout à l'heure. Et la banderole que vous avez vue dérouler sur les Champs-Élysées, élus, vous rendrez des comptes. Quand vous lisez ces banderoles-là, qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, on rend des comptes dans une démocratie, tous les 5 ans à l'Assemblée, tous les 5 ans pour la présidence, dans quelques mois aux élections européennes, dans 1 an et demi aux élections municipales. Mais ça ne suffit pas. Voilà, les gens montrent bien que ces élections, ça ne suffit pas. Et il y a effectivement la conséquence de cette espèce de frustration énorme, de crise de légitimité, de crise de représentation, ça a été le dégagisme dont En Marche, nous avons bénéficié à l'été 2017. Donc on en est, nous, les premiers témoins, les premiers acteurs. Et comment vous expliquez justement que 18 mois plus tard... C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Vous en êtes là, finalement. Oui, mais justement, donc on a mis en place, par le choix des Français, une génération de politiques qui ne sont pas des professionnels à 90% d'entre eux. Et c'est le cas. Ça devait être un atout, justement. Absolument. C'était le cas à la fois à l'Assemblée, c'est le cas aussi au gouvernement. Et quand vous regardez effectivement la composition du gouvernement, elle est atypique par rapport à ce qui se passe. Et il se trouve qu'au bout de 18 mois, oui, vous faites-le juste, au bout de 18 mois, le compte n'y est pas, mais pas du tout. Il n'y est pas, alors même que, je dirais, la pratique, y compris de nombreux parlementaires depuis 18 mois, a été de faire des consultations citoyennes de façon régulière sur tous les textes en discussion, a été de faire de panels, des interrogations en ligne, etc. Donc, beaucoup de gens ont fait leur job. Et pourtant, l'ombre portée par une pratique gouvernementale et présidentielle est tellement forte dans ce milieu médiatisé que tout ce qui peut exister par ailleurs comme, je dirais, comme espace de discussion démocratique est complètement illisible, notamment en province et sur les territoires. Mais toutes ces personnes qui manifestent, les gilets jaunes n'ont pas eu l'impression d'avoir été écoutées, d'avoir participé à des consultations. Après, moi j'ai des exemples. J'ai un collègue effectivement qui avait passé son temps à vouloir discuter avec des paysans de la FDSOA de son département dans la région parisienne pendant des semaines et des mois sur Egalim. Ils n'ont jamais été le voir sur invitation et maintenant ils le convoquent en disant tu ne nous consultes pas. Donc il y a aussi des manipulations d'opinion et des gens qui utilisent, je dirais, les circonstances en fonction d'eux. Mais fondamentalement, les gens ont raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se limiter au fait que la démocratie, c'est tous les 5 ans et qu'entre-temps, voilà. Et ce qu'on paye, mais vraiment de façon cash en ce moment, c'est le fait qu'on a tenu nos promesses. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez rare du point de vue politique, mais on les a tenues nous-mêmes, entre nous. C'est-à-dire, quand vous dites que vous avez tenu vos promesses, lesquelles? C'est-à-dire qu'en gros, les 40 lois qui ont été proposées et votées depuis l'été 2017 sont des lois qui, pour l'essentiel, sont complètement dans le programme présidentiel, mais ça n'a jamais été quelque chose qui a été finalement approprié, ou voire même, je dirais, partagé. C'est-à-dire que l'exercice du pouvoir a été unilatéral, il a été descendant. Et effectivement, je dirais, ni le parti En Marche... C'est une critique, on peut dire, de votre part aussi? Mais absolument, ni le parti En Marche, ni les députés ont été assez exigeants avec le gouvernement pour faire en sorte qu'on partage. Et il faut partager avec les Français. Et la conséquence de ça, c'est que nous sommes dans une situation où finalement, le gouvernement, le président, la majorité est propriétaire de ces réformes à titre exclusif. Les Français n'en sont que locataires. Et donc, quand on est locataire, eh ben, l'intérêt commun par rapport à l'immeuble dans lequel on habite, on ne le partage pas. Donc, il faut que les Français soient copropriétaires des réformes. Et ça veut dire... Et pourtant, beaucoup de gens... Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, par exemple, la CFDT a tenu plusieurs fois, a tendu la main au gouvernement à de nombreuses reprises. La main n'a pas été assez saisie. La CGT, aujourd'hui, se comporte très bien, non pas dans la critique sociale, elle le fait, mais dans son comportement républicain. Voilà, c'est des gens à qui il faut non plus parler. Les élus, je dirais, ont été eux-mêmes intéressés par cette espèce de volonté démocratique, la rénovation des centres-villes, les 100 milliards de la Caisse de dépôt, enfin plein de choses ont été faites. Mais nous en avons probablement pas tiré le bénéfice en termes d'engagement.
finalement, la France ne peut pas être modifiée uniquement par loi et par décret. Il faut que les gens s'engagent. Il faut que les projets soient partagés. Et vous, en tant qu'élu de la République, en tant que député de la majorité, qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron qui doit s'exprimer en début de semaine? Alors, je pense d'abord que Emmanuel Macron, depuis un certain nombre de semaines et de mois, a indiqué qu'il avait accusé de réception sur la nécessité de changer de style. Je pense que ça, c'est un sujet important puisque c'est un irritant inutile finalement. Deuxièmement, il a laissé effectivement s'exprimer à temps plein son Premier ministre depuis quelques semaines. Je pense, de façon à prendre le temps de la réflexion et d'avoir le bon niveau de réponse approprié par rapport à une crise qui est dure à déchiffrer. Mais ce que j'attends de lui, effectivement, c'est exactement ce que je viens de vous dire. À savoir qu'il nous réengage à la fois nous, les parlementaires, le parti, les citoyens, les forces intermédiaires, etc., dans le projet. Et qu'on ne considère plus que le projet présidentiel, qui est un bon projet à l'origine, mais qui date maintenant de 2 ans, soit l'Ancien et le Nouveau Testament. Il faut aussi que ce projet évolue en permanence et qu'on incorpore et soit co-créé en quelque sorte avec vous et avec Absolument. les Français. Oui, parce que finalement, on a géré ce cher vieux pays de la même manière que depuis 30 ans. Alors on a promis le nouveau monde, on est dans le nouveau monde et on a continué à faire comme avant. Et le piège dans lequel Emmanuel Macron est tombé, et c'est dommage parce qu'il avait un chemin pour l'éviter justement ce piège, c'est de se dire finalement son score, c'était 17% au premier tour de suffrage exprimé. C'est ça le véritable rapport de force qui s'est exprimé. On l'a dit depuis 1 an régulièrement, ça n'a jamais été entendu. Il aurait mieux valu dire ok, on a gagné dans des conditions qui sont très particulières, en plus avec un alignement des planètes qui a fait qu'il est arrivé aux affaires de manière un peu exceptionnelle, et on aurait eu une approche beaucoup plus fondée sur l'humilité d'une part, ça aurait évidemment davantage beaucoup mieux porté dans l'opinion, et deuxièmement avec cette idée de dire puisque il y a eu un projet qui a été monté du bas vers le haut pour fabriquer finalement le projet d'En Marche. Eh bien ce projet, il fallait le partager avec les Français. Et il y avait un chemin pour ça. Et ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui peut-être donnera l'opportunité de refaire projet, c'est d'inventer avec les Français, la grande majorité des Français, et la plupart des gens ont envie de ça. Dire les syndicats de police, les policiers, les militaires, les civils, les infirmiers, tout le monde, la société civile, tout le monde a envie de faire nation. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet. Et donc comme il n'y a pas de projet, Alexandre Malafaye, je vous attends un instant parce qu'on va aller, on voit sur ces images ce qu'il se passe sur l'avenue Marceau et on va aller voir Olivier Boulinck pour qu'il nous raconte ce qu'il se passe autour de lui, Olivier. Oui, la situation est redevenue très tendue. Ici, une centaine de gilets jaunes très véhéments sont venus au contact avec les forces de l'ordre. Ils lancent des pavés, des bouteilles d'eau, d'autres ustensiles. Et les forces de l'ordre répondent par des gaz de tir lacrymogènes et surtout des tirs de flashball sur les manifestants. Vous le voyez sur ces images de Quentin Rossi. Les forces de l'ordre se sont en fait réunies ici, ont remonté l'avenue Marceau pour se réunir ici, pour faire bloc. On se trouve juste derrière eux. Vous l'entendez, des bombes assourdissantes sont lancées autour de moi face à une centaine de gilets jaunes qui cherchent réellement le contact avec les forces de l'ordre ici. Merci Olivier, merci aussi à Quentin Rossi à côté de vous. Éric Delbecq, vous vouliez... Oui, par rapport à la discussion précédente, je veux bien croire, sincèrement, sans esprit de polémique, à la bonne volonté d'un certain nombre d'élus et notamment de ceux d'En Marche. Mais la logique du pouvoir, et peut-être qu'on pourrait essayer d'avoir une réflexion un peu plus approfondie dans ces temps un peu compliqués là-dessus, elle n'est pas que dans les élus. Je suis persuadé, monsieur le député, que vous aurez du mal à me dire que les élus arrivent par exemple toujours à se faire entendre à Bercy. On sait bien qu'il y a certains ministères, ils sont contrôlés par des gens qui ne sont pas élus. Je vais être encore plus clair. Quand on est membre de l'inspection générale des finances ou de la direction du Trésor à Bercy, on a quand même un peu plus d'influence qu'un élu. Et ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que briser avec un certain mode d'exercice du pouvoir, qui depuis 30 ans nous donne des alertes, mais ultra régulières, en disant cette solidarité horizontale des élites doit finir. La solidarité est vertueuse quand elle est verticale entre des élus et leur peuple. C'est à ça qu'il s'agit d'en revenir. Et tant qu'on ne prendra pas la mesure de ce qui se joue dans certaines administrations, où si vous n'êtes pas énarque, on ne vous écoute pas, on vous fait des menaces, je dis bien des menaces, quand vous avez des idées innovantes et qu'elles ne peuvent pas passer à la hiérarchie parce que votre chef de service dit qu'il ne veut pas d'emmerdement, avec le ministre. C'est tout cela qui doit finir. Et cela, les gens le ressentent aussi, parce que quand je parlais de style du pouvoir, ce n'est pas seulement le style d'Emmanuel Macron.
parce qu'il a le dos large quand même en ce moment. C'est tout un État qui, lui, tout cet État n'est pas rentré dans un nouveau monde. Mais on le vit en direct depuis 18 mois, ce que vous dites en réalité. Parce que la dureté du changement, et c'est ce qui explique aussi le rythme et le fait de vouloir rapidement voter les textes. Et ça explique aussi que les textes sont parfois imparfaits. Pourquoi ? Parce que on n'est pas capable, quand on est dans l'administration, de se réinventer soi-même. C'est trop compliqué. Et donc, quand on a un cadre qui est extrêmement juridique, qui est par exemple assez peu économique pour certains ministères, quand on a des gens qui sont effectivement assis sur les 3% de déficit, et ce qui est normal, il y a la contrainte budgétaire, contrainte de la dette, mais qui ne sont pas capables de se réinterroger sur comment est-ce qu'on fait en sorte pour faire mieux et moins cher, eh bien, on est face au levier. Alors, c'est un peu... Je voudrais qu'on revienne sur cette journée des Gilets jaunes, sur les images que l'on voit. Là, on voit par exemple des images de la place de la Bastille. On parlait, les Gilets jaunes sont en nombreux points à Paris. Nicolas Pucheux, c'est pas vous qui allez me contredire. Il y a plusieurs endroits. Il y a aussi la marche pour le climat, on le rappelle, qui va de Nation vers la place de la République. Nous sommes aussi avenue Marceau, avec ces images où l'on voit là des fumées qui sont tirées, avec des manifestants qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Nicolas Pucheux, comment ça se passe à 15h15 maintenant, cette journée de mobilisation, en tant que secrétaire départemental adjoint UNSA Police Paris? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette journée de mobilisation? Écoutez, pour l'instant, on ne peut que se féliciter de la violence contenue de la mobilisation d'aujourd'hui, bien qu'en fonction des points d'implantation, on assiste à des scènes relativement hétérogènes. Il y a des endroits où c'est plus houleux et des endroits où ça semble bien plus calme. Je voulais également revenir sur ce qu'on qualifiait tout à l'heure d'état de droit et de zone de non-droit. Parce que pour moi, les deux sont étroitement liés et les zones de non-droit sont le pendant de l'état de droit. On a pendant des années répété aux gens ce à quoi ils avaient droit et à force, ils en ont oublié leurs devoirs. La démocratie, la République, c'est des droits mais également des devoirs. Et vous savez, il n'existe pas de zone de non-droit aux yeux des forces de l'ordre. Les zones de non-droit... Je vous interromps juste un instant pour qu'on commente ces images, parce qu'on aimerait bien comprendre aussi ce qui se passe à avenue Marceau. Là, écoutez, manifestement, c'est un véhicule qui doit être en feu ou un container. Ça sert à masquer les jets de projectiles. En fait, quand les manifestants érigent des palissades ou quand ils font brûler comme ça des véhicules, c'est pour dissimuler... les jets de projectiles qui viennent derrière. Donc en fait, les forces de l'ordre sont parfaitement aguerries et parfaitement habituées à ce genre de dispositif qui est effectivement mis en place par des groupuscules armés, entraînés et bien souvent politisés. 15h16, Éric Delbecq, si on veut rester sur les images, sur l'aspect sécuritaire, c'est une journée de mobilisation qui est importante, qui est capitale, qui a fait peur ces derniers jours. Qu'est-ce qu'on peut dire à 15h15 ? Est-ce que le dispositif est adapté ? Est-ce que la situation est sous contrôle? Est-ce que tout peut encore arriver? Qu'est-ce qu'on peut dire à cette heure? Tant qu'une manifestation comme ça n'est pas terminée, il est quand même un peu inutile de dire ça s'est bien ou mal passé. Ce que je constate, c'est que depuis ce matin, il y a quand même une très grande maîtrise. Il y a des principes qui sont appliqués à plein et qu'on savait être vertueux. La mobilité, par exemple. Le fait qu'on ait des dispositifs de protection, d'interdiction, donc avec des forces statiques, qui se cumulent avec de la mobilité, une capacité à faire des ponctions de gens qui sont violents, à faire des interpellations, on l'a noté. Moi je note aussi que sur les interpellations, il y en a beaucoup qui se transforment en garde à vue, ça veut dire que c'est quand même sérieux, que préalablement ce matin on a eu des filtrages assez intéressants, puisque un certain nombre d'outils de protection ont été retirés à ceux qui comptaient s'en servir en plein milieu de la manifestation. Après, il y a toujours les impondérables. On en a très peu parlé, mais quand on voit que des gens ont réussi néanmoins à revêtir un certain nombre de protections et l'attirail du parfait individu violent, ça veut dire quoi? Avec des images ici qu'on voit dans Paris 8e arrondissement, nous sommes près du parc Monceau. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient soit présents depuis hier à Paris, soit qui avaient prépositionné des voitures avec du matériel à l'intérieur, soit qui sont venus dans des véhicules qui n'ont pas pu être fouillés, donc là qui sont des gens résolus, et qu'on est en train de les voir en action, mais que tout de même on est, je le précise, sur quelques rues. Oui. Encore une fois, la loupe médiatique... Et combien d'individus finalement? Parce qu'on sait qu'il y a 8000 manifestants à Paris. Il n'y a pas plus que quelques centaines qui sont concernés. Vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, il y avait une centaine de gilets jaunes, donc de faux gilets jaunes en l'occurrence, mais de gens qui allaient au contact des forces de l'ordre. Donc on est sur quelques centaines
de perturbateurs. Si on remet tout cela en perspective, ça veut dire que, bon, on va dire le gouvernement, mais en tout état de cause, les forces de l'ordre ont repris la main sur les événements. Moi, je reste persuadé, pour le moment, je peux être démenti dans les heures qui viennent, on est en tout cas sur une tendance de reprise de contrôle, de reprise en main de la question de sécurité qui devra être relayée pour que cette question de sécurité reste positive sur un renouveau politique. Mais pour le moment, c'est de la maîtrise qui se laisse constater. Et qui est due à quoi cette reprise de la situation? Alors, je parle sous le contrôle de mon camarade en face de moi qui est un spécialiste de ces questions. Il y a bien évidemment des tas de principes dont les forces de l'ordre nous disent depuis des années, il faut les mettre en œuvre. C'est-à-dire par exemple une très grande mobilité, une capacité, une fois qu'on a localisé les gens qui mettaient le chaos, à les interpeller, que ce soit suivi pénalement pour que ça ait un effet dissuasif. Il semblerait que ces choses commencent à être entendues et que les évolutions dont on entendait les précipiter depuis des années peuvent se cristalliser à la faveur d'une crise. La question, c'est la durabilité. Est-ce que cette leçon, on va l'entendre? Autre point peut-être sur lequel on pourra évoluer, il faut arrêter de faire subir des purges d'effectifs aux spécialistes du maintien de l'ordre, que ce soit dans les escadrons de gendarmerie ou dans les compagnies de CRS. Maintenant, le temps n'est même plus à la stabilisation, mais un petit peu à l'augmentation des effectifs et au fait d'investir sur ces gens qui sont le premier rempart de la démocratie. Il y a un débat très actuel. Est-ce qu'il faut une démocratie un peu musclée dans l'état de droit? Oui, parce que quand on n'est pas capable de rétablir l'ordre, la démocratie s'efface et d'autres choses commencent. L'ordre, c'est la première vertu d'une démocratie où on veut que le pouvoir reste au peuple et non pas aux violents.